Dans le premier épisode, je vous ai partagé mes souvenirs d'enfance, entre Paris et les premières années avant mon départ pour la Bretagne. Je vous ai parlé des petits plaisirs qui me réconfortaient, comme les moments devant la télévision avec mes frères et sœurs, ou les amandes que j'aimais tant. Mais je vous ai aussi parlé des disputes constantes entre mes parents, de leur divorce et de ce déménagement forcé qui a marqué un tournant dans ma vie. Dans ce deuxième épisode, je vais poursuivre mon récit en vous parlant de mon arrivée en Bretagne, de ce que cette transition a représenté et des épreuves qui ont suivi. Et enfin, je partagerai avec vous le moment où à 14 ans, j'ai pris la décision de fuir pour tenter de me reconstruire ailleurs. Nous sommes arrivés en Bretagne après le divorce de mes parents. J'avais 6 ans. Quitter Paris, c'était comme entrer dans un autre monde. Ici, tout semblait plus lent, plus calme, presque figé. Les rues étaient désertes, les maisons grandes et espacées. Il y avait très peu de monde. Ce changement aurait pu être apaisant, mais il ne l'a pas été. Nous avons d'abord vécu dans la maison d'un homme. C'était un hébergement temporaire, mais rien n'avait vraiment changé pour nous. L'instabilité et la tension étaient toujours là, omniprésentes dans notre quotidien. Ma mère buvait beaucoup, et cela dictait nos journées. L'alcool semblait régner sur tout. Je me souviens particulièrement d'un jour où ma mère avait invité une amie. Pendant qu'elle discutait à l'intérieur, mes frères, mes sœurs et moi jouions dehors. Nous avons lancé un caillou qui avait malheureusement cassé la vitre de la voiture de son amie. Cette dernière, compréhensive, avait dit que ce n'était pas grave. Mais après son départ, tout a basculé. Ma mère nous a appelés d'un ton sec et je savais que la punition allait tomber. Elle a attrapé un manche à balai et nous a poursuivis à travers la maison. Je me suis enfermée dans les toilettes, tremblante de peur, tandis que mes frères tentaient de fuir. Un de mes frères n'a pas eu cette chance. Ma mère lui a lancé une chaussure à talons, en pleine tête. Le sang coulait, et je revois encore la terreur sur son visage. Ce genre de scène était fréquente, et elles m'ont marquée à vie. Après avoir quitté notre première maison en Bretagne, nous avons déménagé. Une nouvelle fois, cette fois dans une autre maison, en Ille-et-Vilaine. Cette maison était située dans un quartier plus peuplé, avec une structure qui aurait pu être accueillante. Mais rien n'a vraiment changé pour nous. La violence et le contrôle de ma mère étaient toujours présentes. Ce déménagement n'était qu'un décor différent pour les mêmes souffrances. La maison avait 3 chambres. Pourtant, comme toujours, nous dormions tous ensemble avec ma mère dans son lit. Cette proximité forcée n'était pas un choix, mais une imposition de sa part. Elle gardait un contrôle total sur nos vies, jusque dans les moindres détails. Aller aux toilettes nécessitait une permission. Se laver était un privilège rare. À 13 ans, je n'avais toujours pas le droit de me laver seule. Ma mère supervisait tout, même le bain hebdomadaire du vendredi. Cette intrusion constante dans mon intimité m'a marquée profondément. Un jour, alors que ma mère était dans un de ces moments de colère, elle m'a lancé un bocal de cornichons en pleine figure. Le choc a été brutal. J'ai eu 7 points de suture. Et aujourd'hui encore, la cicatrice est visible pour les autres. Quand on me demande ce que j'ai eu, je réponds sans détour. C'est ma mère qui m'a balancé un bocal. C'est devenu une partie de mon histoire, une marque indélébile de ce que j'ai vécu. Un autre matin, alors que je partais pour le collège, je l'ai appelée maman. Elle détestait ce mot. Surtout quand un homme était à la maison.
Elle est sortie de sa chambre et m'a donné un coup de poing en plein visage. Mon nez saignait. Mais je me suis quand même rendue à l'école. Là-bas, une surveillante m'a demandé ce qui s'était passé. Comme toujours, j'ai menti. J'ai pris une porte. Mentir était devenu une habitude, une façon de me protéger de la vérité, de l'enfer que ma mère me faisait vivre. Un jour, ma mère m'a rasé la tête, par colère. J'étais en quatrième et je n'oublierai jamais la honte que j'ai ressentie. Je suis allée en cours avec un bonnet, mais ma prof m'a demandé de l'enlever. J'ai dû affronter les regards et les moqueries. Je voulais disparaître, m'effacer. Cet épisode m'a marqué profondément. Dans cette maison, tout était une forme de contrôle et de punition. Je mangeais peu, non pas par manque de nourriture, mais parce qu'elle me privait volontairement. Une fois, elle a même acheté du riz pour chien, disant que c'était moins cher et tout à fait comestible pour nous. Elle, par contre, se préparait de bons petits plats qu'elle mangeait seule. Ces privations étaient accompagnées de maux de tête, de maux de ventre constants, souvent dus à la nourriture avariée. Les hommes défilaient à la maison, et je voyais souvent son ventre s'arrondir. Pour nous, ces présences masculines étaient synonymes de répit temporaire. Pendant ces moments, elle était plus calme, moins violente, mais elle finissait toujours par nous régler notre compte, comme elle aimait dire. Ce qui m'a le plus marqué, ce sont ses paroles. Elle répétait souvent qu'elle regrettait de m'avoir mise au monde. Ces mots, bien plus que les coups, m'ont brisée. Ils m'ont donné l'impression d'être un fardeau, quelqu'un qui ne méritait pas d'exister. Une adolescence compliquée. À 14 ans, j'étais à bout. La violence, les humiliations, les privations. Tout cela pesait sur mes épaules. Chaque jour était une lutte. Je savais que si je restais, je ne pourrais pas survivre. La décision de fuir ne s'est pas prise en un jour, mais elle s'est imposée à moi comme une évidence. Partir, c'était ma seule chance de vivre. Je me souviens que nous avions évoqué cette possibilité avec mes frères et sœurs, mais ils n'étaient pas prêts. Alors j'ai décidé de partir seule. Je savais que si j'attendais encore, je n'aurais peut-être jamais la force de franchir le pas. C'était le 21 avril 2001. Un matin comme un autre, ma mère dormait sur le canapé, un de mes petits frères à côté d'elle. Je savais que c'était le moment. J'ai pris mon sac d'école, je l'ai vidé. À l'intérieur, j'ai mis une peluche, une pizza congelée et mes rollers. J'ai aussi pris le manteau de ma grande sœur. Ce manteau, c'était ma seule protection contre l'inconnu. Je savais que je partais, sans retour. Avant de franchir la porte, je me suis arrêtée. J'ai regardé ma mère dormir une dernière fois. Une pensée m'a traversé l'esprit. C'est triste, tu m'as perdue. Ce n'était pas de la colère, mais une constatation. Je pleurais déjà en traversant le quartier. Je savais que ma vie allait changer, mais je ne savais pas comment. Je me souviens d'avoir marché longtemps, puis d'avoir trouvé un vélo devant une maison. Je l'ai pris. Je ne pensais pas mal, je voulais juste avancer, m'éloigner. J'ai pédalé pendant des heures, sans savoir où j'allais. Chaque coup de pédale me rapprochait de l'inconnu, mais me libérait aussi du poids de mon passé. Finalement, je suis arrivée à Combourg. Il devait être plus de minuit, car aucune lumière n'était allumée dans la ville. Cette nuit-là, je me suis retrouvée seule, dans le noir, avec mes pensées. J'étais libre, mais cette liberté avait un goût amer. Je n'avais aucun plan, aucune idée de ce qui allait suivre. Cette nuit-là, je ne savais pas si j'avais pris la bonne décision. J'avais peur d'être retrouvée, peur de ce qui allait se passer ensuite. Mais malgré tout, je savais que je ne pouvais pas revenir en arrière.
ce qui était derrière moi était bien pire que l'inconnu qui m'attendait. Le 21 avril 2001 restera gravé dans ma mémoire comme le jour où j'ai repris le contrôle de ma vie. Ce n'était que le début d'un long chemin, semé d'obstacles, mais c'était aussi le début de ma liberté. Dans le prochain épisode, je vous raconterai ce qui s'est passé après cette fugue et comment j'ai dû apprendre à survivre seule. Lorsque j'ai décidé de fuir à 14 ans, je pensais laisser derrière moi la douleur et les violences. Je voulais enfin trouver un endroit où je pourrais être protégée, un endroit où l'on prendrait soin de moi. Mais cette fugue n'a été que le début d'un nouveau parcours, semé d'épreuves, auprès de personnes censées m'aider, mais qui au contraire ont parfois aggravé mes blessures. Dans le prochain épisode, je vous raconterai mon arrivée à Combourg, ce que cette ville a représenté pour moi, et les nouvelles étapes de mon parcours. Merci de m'avoir écouté.